Bonjour, j'ai le plaisir par cette capsule vidéo de partager avec vous quelques éléments relatifs aux attentes et aux pratiques des étudiants dans l'enseignement supérieur français. L'objectif par ce propos est double. Rappeler l'importance de la connaissance des étudiants pour identifier les possibles améliorations à apporter au design pédagogique de l'offre de formation et de partager quelques pistes d'évolution des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur. En guise d'introduction, je reviendrai sur l'importance d'aller au-delà des représentations, des idées reçues, pour tenter d'objectiver la situation. Nous entendons souvent dire que les étudiants changent, que leurs attitudes ne sont plus celles de leurs prédécesseurs. Ces propos font écho à ceux tenus sur la réussite des étudiants dont les pourcentages supporteraient une évolution notable. L'enseignement supérieur est sans doute parvenu à une limite de maturité qui conduit à se poser la question de l'évolution des pratiques pédagogiques pour répondre à ces évolutions. Devons-nous conclure à une nécessité de changement de paradigme pédagogique? Telle est l'une des questions que nous aborderons. Pour aller au-delà des représentations, des idées reçues, des possibles effets de mode, interrogeons-nous pour savoir qui sont ces étudiants, quelles sont leurs attentes à l'entrée dans l'enseignement supérieur, quelles sont leurs pratiques de formation et d'apprentissage. Après avoir apporté quelques éléments de réponse à cette question, nous esquisserons quelques pistes d'action. Si la réussite m'était comptée, la synthèse de nombreux travaux relatifs à la réussite des étudiants réalisés sous la direction de Romainville et Michaud en 2012 identifiait de très nombreuses variables, tant internes qu'externes, dont certaines peuvent être considérées par les acteurs de l'enseignement supérieur pour contribuer à la réussite des étudiants. Citons par exemple les conditions d'études, telles que l'accueil et l'intégration des primo-entrants, leur suivi et l'accompagnement. Interrogeons-nous sur la notion de réussite vue du côté des étudiants. Que recouvre-t-elle? Comment peut-elle s'apprécier et dans quelle temporalité? Une étude conduite au printemps 2015 portant sur les attentes et les pratiques des étudiants dans l'enseignement supérieur nous apporte des éléments de réponse. Je vous invite à prendre connaissance de la synthèse des résultats disponibles dans le cadre de ce MOOC. Pour les étudiants, la réussite est avant tout perçue comme une réussite académique, qu'ils traduisent par l'obtention d'un diplôme qui leur permettra d'exercer un métier qui réponde à leurs attentes et qui soit plaisant. L'obtention du diplôme est d'autant plus recherchée que les répondants sont plus jeunes, issus d'une filière technologique, qu'ils ont une activité professionnelle. La valeur du diplôme demeure très présente et un organisateur de la trajectoire de formation des étudiants. Mais comment ces étudiants se sentent-ils préparés à réussir? Pour répondre à cette question, je vous propose 3 focus. Le focus de la confiance, le focus de la socialisation et le focus de l'auto-efficacité. Débutons par le focus de la confiance. De même que leur niveau de confiance en leur réussite est élevé, 91% des étudiants se déclarent confiants, leur niveau de motivation l'est également. 69% des répondants déclarent avoir une motivation élevée à très élevée pour suivre leur formation dans laquelle ils sont engagés dans l'année en cours. La variation du degré de motivation est significativement corrélée à plusieurs variables, dont la composition de leur foyer. Par exemple, les étudiants vivant en couple avec ou sans enfants ont un niveau de motivation proportionnellement plus élevé que les autres étudiants, à l'inverse même des étudiants en colocation. Tout en étant confiants dans leur capacité à réussir, 34% des répondants déclarent rencontrer des difficultés dans la prise de notes durant les cours, dans au moins un cours sur 4. La raison principale tient à la rapidité d'expression des enseignants, suivie par la difficulté à savoir ce qui doit être pris en note, à différencier l'essentiel de l'accessoire. Le fait de ne jamais avoir appris à prendre les notes est également un argument évoqué par un étudiant sur 5. Face à des difficultés, les répondants vont privilégier l'appel à un pair plutôt qu'à l'enseignant. Cette démarche d'appel à un tiers fait très fréquemment suite à l'incapacité d'avoir pu surmonter seule la difficulté. 75% des répondants demandent de l'aide uniquement s'ils ne parviennent pas à trouver seuls la solution aux problèmes rencontrés. Ces difficultés peuvent expliquer l'assiduité au cours. Lors de l'année précédant l'enquête, 2 répondants sur 3 déclarent ne pas avoir été assidus au moins une fois par mois, qu'il s'agisse de leur participation aux cours magistraux, travaux dirigés ou travaux pratiques. 17% d'entre eux ont manqué un cours au moins une fois par semaine. Parmi les raisons évoquées, citons le désintérêt pour l'enseignement auquel ils n'ont pas assisté, des enseignements non conformes aux attentes, des enseignements jugés non nécessaires en raison d'une maîtrise antérieure du contenu, des raisons de santé, ainsi que des impératifs personnels familiaux. Si les raisons personnelles motivent 38% des absences, la perception de l'intérêt de l'enseignement demeure la principale explication, 83% des répondants. Si l'assiduité au cours est liée à l'emploi, le taux d'absentéisme ne peut expliquer uniquement par l'exercice d'une activité rémunérée. En effet, 55% des personnes qui ont manqué un cours n'étaient pas en emploi.
Cet absentéisme serait davantage lié à une faible motivation de l'étudiant, conjugué à un sentiment d'auto-efficacité et à un sentiment d'appartenance faible. Nous reviendrons sur ce point dans le troisième focus. Je terminerai ce premier focus en disant que ce constat du niveau d'assiduité explique sans doute les attentes explicites que les étudiants expriment vis-à-vis d'approches pédagogiques qui leur permettent de produire du sens en recherchant plus fortement une articulation entre la théorie et la pratique. Attentes qui constituent un terreau propice au développement de pédagogie active qui propose des défis à relever. Abordons à présent la notion de sentiment d'appartenance à la communauté d'apprenants et à l'institution. La socialisation et le sentiment d'appartenance apparaissent comme deux variables majeures de l'engagement et de la persévérance des étudiants dans leur parcours de formation. Un répondant sur 4 déclare travailler régulièrement avec un ou plusieurs autres étudiants. Près de 90% des répondants accordent une importance à l'entraide avec les pairs dans leur réussite. Si certaines des activités d'apprentissage relèvent de l'engagement individuel, par exemple la lecture, il n'en demeure pas moins que les étudiants attachent une importance significative à la présence des pairs dans leur environnement d'études, même à l'extérieur des établissements. Nous distinguons ainsi deux types de socialisation recherchés par les étudiants. La socialisation active, lorsqu'il s'agit de travaux de groupe, qui se traduit par une activité conduite en collaboration, et la socialisation passive, qui se traduit par la réalisation d'une activité individuelle au milieu des pairs. Sans réelle surprise, ce sentiment est plus fort chez les élèves ingénieurs que chez les répondants étudiants dans une université. La différence pourrait expliquer une pratique des espaces de l'établissement plus importante pour les premiers. Les élèves ingénieurs sont davantage présents dans leur établissement, alors que les seconds fréquenteraient davantage les bibliothèques. Au-delà de l'effet disciplinaire, il s'agit de bien comprendre l'importance du sentiment d'appartenance à l'institution comme organisateur des pratiques d'apprentissage en dehors du face-à-face pédagogique. Ce sentiment d'appartenance semble renforcé par le fait que les élèves ingénieurs sont plus souvent en colocation que les autres. Un autre élément d'explication tient à la plus faible durée du trajet des élèves ingénieurs qui inscriraient leurs activités dans une plus grande proximité spatiale que les étudiants. En effet, la durée du trajet apparaît comme une variable significative des pratiques dès lors qu'elle dépasse 20 minutes. Venons-en au troisième focus. Si le sentiment d'appartenance joue un rôle dans les attentes et les pratiques, le sentiment d'auto-efficacité de l'étudiant est également une variable explicative significative. Par exemple, la fréquentation des lieux d'apprentissage tels que les bibliothèques varie selon ce sentiment. Plus il est faible, plus la pratique de tels lieux est proportionnellement importante. De même, l'interaction avec les professeurs et les pairs varie en fonction de ce sentiment d'auto-efficacité. Plus il est faible, moins seraient fréquentes les interactions. Cette différenciation se retrouve également dans la pratique des services numériques. Ce sentiment d'auto-efficacité varie avec le parcours académique antérieur de l'étudiant et en fonction d'autres variables telles que la composition du foyer, le confort économique perçu, la connaissance du métier d'étudiant, le domaine disciplinaire, le type d'études poursuivies et le fait de faire ou non un stage. Il ne peut être question de considérer l'ensemble des facteurs qui influent sur le sentiment d'auto-efficacité. Certains dépendent de la sphère personnelle de l'étudiant. Cependant, pour ceux qui relèvent de l'institution, lisibilité de l'offre, spécification des attendus, fonction de la relation pédagogique, certaines actions peuvent être initiées. Pour conclure ce propos, je dirais que l'un des changements paradigmatiques tient sans doute à l'évolution des cheminements dans le parcours de formation et à leur personnalisation. L'enjeu est de penser l'offre de formation et les modalités pédagogiques selon une logique de recherche de flexibilité et d'hybridation entre différentes modalités pédagogiques. Si tout ne se joue pas avant 6 ans, pour reprendre ce fameux livre du Dr Dodson, une grande partie de la réussite de l'étudiant se joue notamment dans les premières semaines de son parcours de formation dans l'enseignement supérieur. Comment, à la fois à cette étape initiale du cheminement et tout au long de la trajectoire, aider au mieux les étudiants à se situer dans leur parcours? Comment offrir un panel de possibilités qui rendront flexibles les cheminements? Dans cette perspective, les approches classiques et différenciatrices du type étudiant assidu versus étudiant dispensé, ou bien encore formation en présence versus formation à distance, doivent être revisitées pour aller par exemple vers des notions de étudiant temps plein versus étudiant temps partiel, formation unimodale versus formation bimodale ou comodale. De même, la nature des activités d'apprentissage doivent-elles davantage proposer des défis et des challenges dans une relation pédagogique qui soutient et accompagne l'étudiant dans le développement et le renforcement de son sentiment d'auto-efficacité, et cela dans un processus d'autonomisation. Expliciter l'implicite par la présence de véritables syllabus au plan de cours, donner sens aux activités d'enseignement et d'apprentissage constituent des pistes d'amélioration continue des pratiques pédagogiques. Ce design pédagogique renouvelé
suppose une révolution du design spatial pour qu'il vienne soutenir efficacement les enseignants et les étudiants dans la réussite de leurs actions.